Je vous présente un petit énoncé ici qui demande combien de kilogrammes de H2SO4 peut-on obtenir à partir d'un kilogramme de FeS2. Donc je vous rappelle que le H2SO4 qui est l'acide sulfurique, hein, je fais un peu de nomenclature maintenant directement. L'acide sulfurique, ben, c'est un des composés les plus fabriqués dans le monde au niveau des industries chimiques. Hein. Donc H2SO4 qui est fortement employé et qui est un composant chimique, bon, notamment très fabriqué, très produit. On dira plutôt très produit parce que s'il s'agit d'une substance, on produit une substance, voilà, plutôt que la fabriquer. On fabrique, je veux dire, des objets, mais on produit des substances. Donc les substances chimiques en général, elles sont produites dans des usines, et donc le H2SO4 qui est une substance qu'on rencontre déjà rien que dans les batteries de voiture, hein, on rencontre du H2SO4. Bien, je vous dis qu'ici le H2SO4 est très employé. Alors, bien sûr, H2SO4 dans les batteries de voiture pour convertir l'énergie chimique en énergie électrique et pour fournir l'énergie électrique de démarrage du véhicule. Et puis quand le véhicule a démarré, ben, on utilise l'alternateur du véhicule qui lui va fournir l'électricité dans un second temps. Mais dans un premier temps, il faut une batterie. Rappelez-vous que dans le temps, quand il n'y avait pas de batterie de démarrage, ben, il fallait démarrer, je veux dire, en lançant via une manivelle voilà, le moteur. Il fallait le lancer manuellement, mais maintenant on le lance électriquement. Voilà. Grâce à une batterie et un démarreur qui va fournir de l'électricité à un démarreur qui lui va faire la manivelle mais électrique. Et il va lancer voilà, le moteur, et une fois qu'il est lancé, à ce moment-là, bon, le moteur quand il est lancé, il peut quand il tourne, il peut faire tourner un alternateur qui lui va fournir à ce moment-là l'électricité. Voilà. Donc l'H2SO4 sert, je veux dire, en tant que cellule électrochimique pour fournir de l'électricité. Bon, ça ne sert pas qu'à ça. Les usages de l'acide sulfurique sont nombreux. Donc ici, combien de kilogrammes de H2SO4 peut-on obtenir à partir d'un kilogramme de FeS2 à 90%. Donc bien sûr, vous comprendrez quand je dis FeS2, à 90%, ça veut dire par là que bon, la plupart du temps, je dirais tout le temps, quasiment tout le temps, il n'y a pas de matière pure. Quand on voit en chimie les mélanges et les corps purs, un corps pur, on n'en trouve pas. Il y a toujours un mélange dans un corps pur, même à quelques pourcents d'impureté, on a un mélange. Alors on se dira que bon, un corps qui est presque pur est un corps pur. Mais en vérité, on ne trouve pas de corps pur, parce que c'est toujours mélangé à une substance. On a toujours des mélanges. Et si on veut purifier, on ne va jamais purifier à 100%. On aura toujours quelques frelins d'impureté. Donc on retrouvera toujours des impuretés, je veux dire, dans les substances. Bon, alors comment fabrique-t-on le H2SO4, l'acide sulfurique, à partir de FeS2? Eh bien, on fait toute une série de réactions. Alors, on va faire réagir le FeS2 avec de l'oxygène pour obtenir du Fe2O3 qu'on va faire réagir, bien sûr, avec... enfin, on va obtenir du SO2. Enfin, je m'excuse. Oui, c'est ça. Je m'excuse, hein, parce qu'il y a 3 réactions ici. Il faut faire très attention. Donc, on a du FeS2 plus de l'oxygène, on va obtenir du Fe2O3 plus du SO2. Alors, le SO2 va réagir avec de l'O2 pour avoir du SO3. Et le SO3 plus H2O vont réagir pour fournir de H2SO4. Bon, alors... donc, rappelez-vous que si je fais un métal plus O2, ben, j'ai un oxyde métallique ou un oxyde basique. Si je prends un non-métal plus O2, j'ai un oxyde non métallique avec la nomenclature qui va avec. Nomenclature qui va avec des oxydes métalliques et non métalliques. Si maintenant vous rajoutez de l'H2O, vous avez un oxyde, vous avez une base ou un hydroxyde. Voilà.
vous aurez une base ici. Et si vous mettez de l'H2O pour l'oxyde acide, eh bien vous obtiendrez un acide. Et là, l'hydroxyde plus un acide donne un sel. Bon, un sel binaire ou ternaire en fonction si l'acide est binaire ou ternaire. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est, à partir du non-métal, ajouter de l'H2 pour obtenir un hydracide. Ou si vous voulez, un acide binaire. Acide binaire. Voilà. On a un petit peu, donc on fait réagir avec de l'oxygène. Ici, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose. Si ce n'est qu'ici, on attaque directement pas par un métal, mais par une molécule qui est Fe2. Fe2 plus O2, ben, on a un oxyde. Bien sûr, quel type d'oxyde? Ben, il est composé de fer. Hein. Voilà, on aura deux oxydes. Donc je fais réagir du sulfure de fer, qui est, bien sûr, le fer qui est un métal, le soufre qui est un non-métal, donc c'est un sel. Si on fait réagir un sel avec de l'oxygène, le sel avec l'oxygène va donner un oxyde métallique ici, et un oxyde non métallique. Donc le sel plus le fer, ce qui est normal, parce que dans cette molécule-là, on a un métal et un non-métal. Donc si on fait réagir avec l'oxygène, on aura le métal qui va se composer avec l'oxygène et le non-métal qui va se composer avec l'oxygène. Donc on aura un oxyde métallique et un oxyde non métallique. Alors, l'oxyde non métallique SO2 va réagir avec l'oxygène pour obtenir de nouveau un nouvel oxyde non métallique, mais plus oxygéné. Il est plus oxygéné parce que là on a SO2, là on a SO3. Et ce SO3 va réagir en finalité avec de l'eau, hein, comme je vous ai indiqué ici, avec de l'eau, pour obtenir un acide. Et ici, dans ce cas-ci, c'est de l'acide sulfurique. C'est un acide ternaire. Pourquoi? Parce qu'il vient déjà d'un oxyde, voilà, déjà à deux composants. Voilà, donc on aura un acide ternaire ici. H2SO4 étant un acide ternaire, qui est l'acide sulfurique. Parce qu'il existe l'H2SO3 qui est l'acide sulfureux. L'acide sulfureux et l'acide sulfurique. Bon. Alors, voyons voir les choses de plus près. Je vous ai dit qu'ici je ne suis pas parti d'un métal, hein. On est parti pour faire la réaction du FeS2. Du FeS2. FeS2. Bon. Alors, bon, le problème c'est que le fer, c'est pas que c'est un problème, justement, c'est bien, plus on a une variété, mieux c'est. Bon, c'est parce que c'est les personnes, quand ils voient des variétés, ils ont peur pour les étages d'oxydation, etc., etc. Mais la variété, plus il y a une richesse, mieux c'est. Mais pour les étudiants, ils ont peur des étages d'oxydation. En plus, il faudra retenir plusieurs noms du fait qu'il y a plusieurs étages d'oxydation. Donc à ce moment-là, bon, ça fait avoir peur les étudiants, plus il y a des étages d'oxydation. Mais plus il y a d'étages d'oxydation, ça veut dire que ça vous donne une variété, je veux dire, au niveau moléculaire, et donc une variété au niveau des matières. Et donc, bon, on ne s'ennuie pas, il y a une certaine richesse au niveau des matières qu'on peut utiliser. Alors si je prends par exemple il existe par exemple la pyrrhotite. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Il faudrait que j'aille voir sur internet. Voilà, je viens de le trouver. Pyrrhotite, ça s'écrit P-I-Y, j'étais dans le bon. R-R. Oui. H-O-T-I. Pyrrhotite, voilà. Et ça, c'est un minéral, bon, ferromagnétique. Hein, ferromagnétique, voilà. Il y a des propriétés de magnétisme, comme le ferromagnétisme, le diamagnétisme, etc.
Bon, ça c'est quand on étudie le magnétisme, on a toutes des particularités avec le magnétisme. D'ailleurs, je le verrai un jour ou l'autre sur les propriétés magnétiques, voilà, des substances, des métaux. Et là, on a affaire à, voilà, un minéral qui est ferromagnétique, qui est ce qu'on appelle la pyrrhotite. La pyrrhotite, comme le fer, ils sont de formule Fe1 moins XS. Voilà, ils contiennent, ce sont des sulfures de fer, voilà, et qui cristallisent dans le système, si vous voulez, monoclinique. Alors il y a ce qu'on appelle la triolite, et là encore une fois, je ne sais pas comment ça s'écrit. C'est vrai que c'est tous des mots. Bon, triolite, je crois que c'est ça. Je vais aller voir sur internet l'écriture. Voilà, triolite, c'est bien ce que j'ai noté, donc je ne suis pas dans le mauvais. Je suis pas dans le mauvais, donc voilà. Et ça, c'est une variété stoichiométrique de pyrrhotite, hein, voilà, mais de formule générale FeS, sulfure de fer. Voilà, sulfure de fer. Donc elle a une symétrie hexagonale, et voilà. Bon, à côté de ça, on a encore... Bon, il y a une richesse au niveau des fers, je vous le dis tout de suite. Hein. Les fers, il y en a énormément. Il y a les oxydes de fer, les sulfures de fer, et tralala, tralala. Et voilà, donc c'est ça que je vous dis que au niveau du fer, il y a de nombreux fers. Voilà, les minerais de fer, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, il faut étudier les minerais de fer, vous allez voir qu'il en existe toute une panoplie. Donc ici, je vous en cite certaines. En sulfure de fer, on trouve les pyrrhotites. Voilà, et là, je vous ai dit qu'il y a, je dirais, c'est un minéral ferromagnétique. Et la triolite, c'est une variété stoichiométrique de pyrrhotite. Voilà, donc c'est FeS, sulfure de fer, qui a une symétrie, je vous l'ai dit, hexagonale, alors que l'autre, il cristallise dans le système monoclinique. Voilà, et ça c'est quand on fait de l'étude, je ne sais plus comment on appelle ça, de la cristallographie, on voit tout ça en cristallographie. Bon. Alors maintenant, à côté de ça, on a la maquinawite, mais je m'excuse, mais je ne sais pas comment ça s'écrit tout ça. Bon, je vais aller voir sur internet. Voilà, ça s'écrit comme ceci, maquinawite. Maquinawite. C'est vrai que c'est tout des... Il faut l'avoir écrit une fois pour dire maki. Maki, na, wit. Voilà. Donc il y a la pyrrhotite, la troilite, ouais, troilite, et la maquinawite. Voilà. Et là, c'est une structure Fe 1 plus X S. C'est un sulfure, toujours un sulfure de fer, mais une structure Fe1 plus X S. Donc c'est le moins stable des sulfures de fer, avec une structure en couche de formule qui est bon, Fe1 plus X S. Voilà. Alors, vous connaissez probablement la pyrite et la marcassite, que je verrai quand je verrai un petit peu de sidérurgie. Voilà, la pyrite et la marcassite sont des minéraux qui ne sont pas là ferromagnétiques, mais qui sont diamagnétiques et qui sont des disulfures de fer de valence 2. Donc c'est-à-dire qu'on a non pas du FeS, mais du FeS2. Voilà, pyrite et marcassite de type FeS2. Alors la valence de ça, ben, c'est plus 2. Hein, parce que le soufre ici, il est peut-être à l'étage de 4,6, je crois. Je regarde tout de suite le soufre. Oui, c'est ça, 2,4,6. Hein. 2,4,6 et 4 et 6 en oxyde. Il est plutôt en oxyde acide. Il est complètement en oxyde acide pour le 2 et 4. 2, 4. Voilà. Ben, il accorde des autres étages d'oxydation qui sont un peu plus rares, qui est moins 1 et moins 2. Enfin, disons 1. En tout cas, l'étage d'oxydation 1 est plus rare. Mais il peut avoir aussi l'étage d'oxydation 2, moins 2. Et là, bon, elle a des propriétés non définies, je veux dire, en acide base, parce que le problème, c'est qu'il est blanc. Il a une couleur blanche. Autant en 4,6, il est rouge, c'est-à-dire qu'il a des oxydes. Il donne en 4,6. Vous voyez qu'on a 2 bandes rouges pour le soufre. Hein. Voilà, 2 bandes rouges pour le soufre. Et puis, c'est blanc. Bon, il y en a une qui est entre parenthèses, ça veut dire que c'est plus rare. Voilà.
Mais pour le soufre, on a deux bandes rouges. Vous le voyez ici, les deux bandes rouges, hein, je vous les mets correctement. Voilà, et ça, c'est les bandes rouges, c'est pour 4. L'étage d'oxydation, 6 et 4. Voilà, 6 et 4. Voilà. Pour le soufre, hein. Voilà. Par contre, ici, je parle du fer 2. Donc ici, si je fais l'étage d'oxydation du soufre, est à l'étage 2. Et comme il y a deux soufres, non, il est à l'étage 1. Voilà, le soufre est à l'étage 1. Une fois, et c'est possible, hein, parce qu'ici, je peux avoir 1. Et c'est le cas pour FES2. Une fois 2, ça fait 2, donc on a bien, ça coupe bien avec un fer. Par contre, ici, FES, bon, le S, il est peut-être à l'étage 2. 2. Le soufre est à l'étage 2. Là, il est à l'étage 2, et le fer est à l'étage 2. FES est à l'étage 2, le soufre est à l'étage 2. Par contre, là, le soufre est à l'étage 1. Voilà. Et donc, ça, c'est le pyrite et marcassite, c'est FS2, les minéraux diamagnétiques qui sont du sulfure de fer de valence 2. Valence 2. Alors, on rencontre aussi la grégite, qui est du Fe2 S3. Grégite, c'est Fe3 S4. 3 S4. Fe3 S4. Alors, là, on aura 4, 4. Valence. F3 S4. Fer. Il y a bien de valence. Mais pour moi, il doit y avoir plusieurs valences là, ici. Hein. Enfin, plusieurs étages d'oxydation. Voilà. Il doit y avoir plusieurs étages d'oxydation en fonction des liens entre le soufre et le fer. Voilà. On n'a pas forcément un étage d'oxydation pour le fer. Donc, probablement, il devrait avoir du 2 et du 3 si je fais la configuration de Lewis. Du Fe3S4. Il doit avoir deux valences. 3 et 4. Ah, parce que si je fais les combinaisons entre le soufre et le fer, ben, en prenant 2 et voilà, soit 1, 2, 4 pour le soufre, je ne trouverai jamais plus 2, plus 3 pour le fer. Donc ce qui veut dire qu'il y a un mélange de 2. Pour faire la configuration de Lewis, il y a un mélange de 2 et 3. Ça veut dire qu'il est valence aussi bien 2 et il y a du fer qui est de valence 3 dans la molécule. Donc la grégite, c'est un sulfure de fer de valence aussi bien 2 que 3. De formule, donc Fe2, Fe3, S4. Fe3, S4. Ça c'est la grégite. Alors, ben, il en est de même pour la magnétite. Hein. Fe3 O4, il doit avoir plusieurs valences. Fe3 O4, c'est la même chose. On a plusieurs valences. D'ailleurs, il faudrait que je fasse la configuration de 8 pour vous montrer. Et ça, c'est fort connu, c'est la magnétite. On a plusieurs valences. Bon. Et donc là, elle est analogue. Non, je m'excuse. Ça, c'est toujours de la grégite, mais c'est analogue à la magnétite. Celui-ci est analogue à la magnétite
au niveau des, comment est-ce qu'on appelle ça, des propriétés ferromagnétiques. Donc l'agrégite est proche en propriété ferromagnétique de la magnétique qui est Fe3O4. Mais attention qu'ici, je vous ai dit qu'il y a une valence 2 et 3 qui se cachent dedans, une valence 2 et 3 qui se cachent dans ces deux-ci. Aussi bien dans l'agrégite que dans la magnétique, il y a une valence 2 et 3. Alors, parce que si vous essayez de faire, voilà, un calcul d'étage d'oxydation, vous n'y arriverez pas parce qu'en fait, il y a justement deux étages d'oxydation cachés dans la structure de Lewis, du Fe3O4 et du Fe3S4 qui ont des propriétés similaires au niveau ferromagnétique. Donc il y en a un, c'est l'agrégite, Fe3S4, et l'autre, c'est la magnétite. Voilà. Bon, alors pourquoi tout ça? C'est pour vous dire qu'ici, on a du FeS2. FeS2, du sulfure de fer. Quelle valence? Mais là, il n'y a pas de valence. Hein. Il n'y a pas deux étages d'oxydation de FeS2. Voilà, FeS2, c'est du sulfure de fer. De valence, si je prends 2, sauf il est là, le soufre est de valence 1. 2 fois 2, 2, on a du fer de valence 2. Voilà, FeS2 est de valence 2. Fe est de valence 2, donc FeS2. Voilà, le fer est de valence 2. Là, il est de valence, enfin, plutôt des tâches d'oxydation 2, dans FeS2. Voilà. Alors, maintenant, ici, le Fe2O3, c'est un oxyde. C'est un oxyde, en fait, c'est un oxyde métallique. Métallique, on va dire que c'est un oxyde de fer de valence 2, parce que là, si je vais calculer, l'oxygène est à l'étage moins 2. Moins 3, ça qui fait, moins 2 fois 3, ce qui fait moins 6. Donc ici, il est de valence 3. C'est l'oxyde de fer de valence 3. Ouais, parce qu'il existe le FeO. L'oxyde de fer de valence 2. Là, moins 2, 2. Voilà. FeO, c'est valence 2. Voilà. Alors, ceci étant dit, ça c'est pour le fer. Donc, on fait réagir du fer. Là, on part d'un sulfure de fer, on met de l'oxygène, on a un oxyde de fer. On part du sulfure de fer, un minerai de fer. Voilà, c'est un minerai de fer hein, qu'on retrouve sauf pas dans certaines régions avec du soufre. Ben voilà, il y a des régions où on trouve avec d'oxygène, mais il y a d'autres avec du fer. Il y a des régions où on trouve du fer plus hydraté, d'autres moins hydraté. Voilà, ben, ça dépend des régions, des zones, voilà, caractère géologique, je veux dire, de la zone où on retire ce minerai de fer. Mais ici, disons qu'on a du sulfure de fer, dans une zone géologique où contient du soufre, où là, un minerai contient du soufre. Donc du FeS2 de valence 2. Bon, on fait réagir avec l'oxygène, on a du Fe2O3 de valence 3. Plus, bien sûr, le soufre va réagir avec l'oxygène. En fait, c'est le fer qui réagit avec l'oxygène pour faire un oxyde de fer de valence 3. Le soufre, lui, va réagir aussi avec l'oxygène pour faire un oxyde non métallique. Là, c'est un oxyde métallique, là, c'est un oxyde non métallique parce qu'il contient un élément soufre qui est un non-métal. Donc, on aura du dioxyde de soufre. Alors, la nomenclature des oxydes métalliques et non métalliques n'est pas la même. Voilà. Ici, on parlera d'oxyde de fer avec la valence du fer qui est 3. Alors que là, on parle pour l'oxyde, bien sûr, pour l'oxyde métallique, mais pour l'oxyde non métallique, c'est du dioxyde de soufre. Dioxyde de soufre. Alors, pour les SO2, c'est le dioxyde de soufre qu'on a obtenu ici. C'est la phase suivante. On a une réaction, on obtient du Fe2O3 avec du SO2. Et ce SO2, on va faire réagir avec de l'oxygène pour obtenir un élément plus oxygéné que le SO3. Bon, donc là, c'est ce qu'on appelle du dioxyde de soufre. Et là, du dioxyde de soufre. Et là, du trioxyde de soufre. Voilà. Alors, la valence du soufre ici, il est de, sachant que l'oxygène est à l'étage moins 2, là on a moins 4, le soufre est à l'étage plus 4. Voilà. Et là, le soufre est à l'étage plus 6. Et effectivement, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. En 4 et 6, ils sont oxydes basiques. Hein. Complètement oxyde basique, le soufre. 4 et 6, il est oxyde basique. Je vous remonte le tableau. Là, j'ai 2 rouges. Je ne sais pas si on voit très bien, mais bon. Eh bien, ces 2 rouges, ce sont des oxydes complètement basiques.
mais c'est pour SO2, SO3, SO2, SO3. Donc c'est valence justement, c'est l'étage d'oxydation 4 et 6. 4 et 6. L'étage d'oxydation 4 et 6. Maintenant, tout à l'heure, je vous avais calculé un étage d'oxydation du soufre qui valait 1. C'est le cas de FeS2. 1, une fois 2, 2. Et là, bon, on n'a pas des propriétés définies, je veux dire, d'oxyde ou de base, apparemment dans le tableau, parce qu'on a une colonne pour l'étage d'oxydation du soufre 1. Bah, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Il est blanc. Donc, il ne donne pas un caractère bien défini. Voilà. Donc là, il est étage 1, mais là, il est étage 4, et là, étage 6. Donc, le soufre est à l'étage 1 ici. Enfin, je dirais même moins 1. Parce que le fer est attractif. C'est le soufre qui est négatif, et le fer qui est métallique. Le fer voilà, va être attiré par le négatif. Le plus attire le moins, donc le fer va être attiré par le soufre. Donc qui est moins ici, ben, c'est le soufre. Et le fer, il est plus. Par contre, qu'est-ce qui est moins ici? Ben, ils sont tous les deux moins. Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui est plus moins que l'autre. Et là, c'est l'oxygène qui est plus électronégatif. L'oxygène est plus électronégatif que le soufre. Donc, l'oxygène a une électronégativité de 3,50 alors que le soufre a de 2,60. Donc, au niveau électronégativité, l'oxygène t'attire plus que le soufre. Donc lui, il est négatif, l'oxygène, et le soufre est positif. Bien qu'ils soient tous les deux négatifs, qui se trouvent dans les non-métaux. C'est deux non-métaux, en fait. Voilà. Il y en a un qui va jouer plus le rôle de positif, l'autre de négatif. Celui qui est plus attracteur sera le plus électronégatif sera le moins, et le moins électronégatif sera le plus. Voilà. Alors, le sulfure de fer 3, je ne vous en ai pas parlé. Fe2S3, je ne sais pas si je vous en ai parlé, Fe2S3. Le Fe2S3, bon là, à ce moment-là, on a un étage d'oxydation du soufre qui est... le fer sera à l'étage plus 3. Parce que là, on peut faire 2 fois 3, ça fait 6. Et là, il sera à l'étage 2. 2 fois 3, 6. Le soufre est à l'étage 2. Et là, l'étage 3. Donc, vous voyez que le soufre ici, il y a plusieurs étages d'oxydation. Ici, il est à l'étage moins 1. Effectivement, dans le tableau de Mendeleev, on retrouve que le soufre est à l'étage moins 1. Parce que j'ai moins 2, 1, 2, 4, 6. Oui, moins 2, 1, 2, 4, 6. Donc, le 4, je l'ai. Le 6, je l'ai. C'est ceux qui étaient tous les deux en rouge. Et là, il est 2, effectivement, je peux avoir 2. Donc c'est 2, 4, 6. Et alors on peut avoir 1 rarement et moins 2. 1 et moins 2. Apparemment on peut avoir moins 1 aussi, parce que moins 1 fois 2, ça fait moins 2, et lui c'est une fer de valence 2. On peut avoir moins 1. Voilà, alors ce que je voulais dire, c'est que ça c'est le sulfure de fer 3. Sulfure de fer 3. Ça c'est le sulfure de fer 2. Sulfure de fer 2, sulfure de fer 3. Et sulfure de fer 3, c'est de formule donc Fe2S3. Il est instable et tend à se dissocier en soufre et en sulfure de fer 2. Alors qu'il est fer 3. Il va se dissocier en soufre et en fer 2. Alors qu'il est de fer 3. Voilà, ceci étant dit pour les notions voilà, de fer. Revenons à nos moutons, aux 3 réactions. Bon, qu'est-ce qu'on a? Donc on a du sulfure de fer valence 2, plus d'oxygène va donner, bon, le sulfure de fer va donner un oxyde de fer, qui est exactement l'oxyde de fer 3. Vous voyez qu'ici, il va passer de 2 en fer 3. Voilà. Alors, l'oxygène va réagir avec le soufre pour donner du SO2. Le SO2, qui est à l'étage plus 4, va réagir avec l'oxygène pour... le dioxyde de soufre va réagir avec l'oxygène pour obtenir trioxyde de soufre qui est à l'étage plus 6. On a une montée d'étage, si vous voulez, ici. Bon, et ensuite le SO3 va réagir avec de l'eau pour former justement le produit qu'on veut produire.
produit qu'on veut produire. Je ne vais pas dire le produit qu'on peut fabriquer parce que ça ne se fabrique pas, ça se produit. Ça se produit. Ça ne se fabrique pas, ça se produit. Donc le SO3 va réagir avec de l'H2O pour former de l'H2SO4. Et dans le tableau tout à l'heure, je vous avais montré qu'un oxyde non métallique avec de l'eau donne un acide, mais ici c'est un acide ternaire, c'est-à-dire avec 3 atomes différents, H, S et O. Voilà, donc on a du H2O. Voilà produit le H2SO4 à partir de sulfure de fer. Bon, ceci étant dit, la première des choses à faire, bon, on demande combien de kilogrammes de H2SO4. Voilà, on cherche une masse en kilos. Peut-on produire à partir d'un kilogramme de FeS2? Là, on va mettre 1 kg. Mais 1 kg qui est à 90%. Pur. Il est pur à 90%. Ça veut dire qu'il est impur à 10%. Il est impur à 10%. Il contient autre chose que du FeS2. Voilà, parce que quand on extrait du minerai, il n'est pas pur, il faut le purifier. On a les phases de purification de tous les minéraux qu'on ressort de terre. Hein, que ce soit pour l'or, il faut le purifier. Voilà, il y a des impuretés, voilà, il faut enlever les impuretés. Voilà, il y a plein de minerais qui s'attachent. Enfin, il y a plein. Voilà, on a toute une panoplie de substances qui s'attachent, je veux dire, à ce qu'on veut extraire. On veut extraire du fer, il y a tout ce qu'il faut enlever, tout ce qui s'extrait. Tout ce qui tourne autour du fer, parce que si on a besoin de fer, il faut extraire tout ce qui se tourne autour du fer. Idem pour le cuivre, il faut retirer tout ce qui se tourne autour du cuivre pour avoir le cuivre. Voilà. Donc, je m'excuse. Donc, ce qu'on demande à partir d'un kilo de FeS2, combien de kilos de H2SO4 va-t-on produire? Bon. Mais il y a toute une série de réactions, je dirais même 3 réactions qui vont se produire, et vous les voyez, elles sont là. Donc on va partir d'un minerai de fer qui a un sel, hein. Un sel, on fait réagir avec l'oxygène, on a un oxyde, il va donner 2 oxydes, un métallique et un non métallique, comme ça ils ne font pas de jaloux. Voilà, et à partir du non métallique, il va réagir de nouveau avec de l'oxygène pour avoir de nouveau un non métallique mais plus oxygéné, et de cet oxyde plus oxygéné, on fait réagir avec de l'eau pour obtenir un acide ternaire. Voilà la schématique, bon, découlant sur 3 réactions. Bon. Alors quand on demande combien de kilogrammes de H2SO4, bon, doit-on obtenir à partir d'un kilogramme à 90% à partir de FeS2, il faut juste savoir une chose, c'est que bon, quand on fait des calculs de masse, il y a les lois de Lavoisier qui interviennent. Bon, eux, à ce moment-là, ils ne connaissaient pas l'électron, ils ne connaissaient pas le proton, ils ne connaissaient pas l'atomistique. Bon, ils ne connaissaient rien de tout ça, mais en fait, ils étaient quand même pas mal évolués dans le sens où ils mesuraient des poids spécifiques, voilà, des densités. Ils avaient tout le matériel nécessaire de ces époques-là pour pouvoir faire déjà pas mal de choses en chimie. Et Lavoisier, justement, disait que bon, Lavoisier, qui était un précepteur des impôts, bon, qui faisait beaucoup de chimie, qui était un chimiste aussi, voilà, un chimiste et précepteur des impôts. Donc, dans les précepteurs des impôts, il faisait des bilans, voilà, et dans ces bilans-là, il faisait des espèces de balanciers au niveau voilà, des récoltes perçues d'impôts. Voilà, ce qui était perçu, je veux dire, de façon juste ou pas. Donc il y avait une certaine forme de justesse qui était mesurée par Lavoisier au travers de ces calculs, on va dire, ces calculs, je veux dire, d'imposition. Et donc il a transmis ça, transmis cette réalité, donc de justice, de balance,
d'équilibre voilà, d'imposition, il a vu ça, qu'il y avait une transposition, il a fait une transposition du moins au travers des réactions chimiques. Il s'est dit bon que les réactions chimiques, quelque part, pour qu'elles se fassent, bon, il faut qu'elles soient, je veux dire, pour qu'elles se fassent dans des conditions stoichiométriques, il faut qu'elles soient équilibrées. Et c'est une des, voilà, de ces trouvailles qui a dit que les équilibres, qu'il fallait équilibrer les réactions. Parce que les réactions chimiques se faisaient suivant des règles de pondération entre les réactifs et les produits. Et donc c'est ce qu'il faut faire ici, puisque on va faire un petit peu ce que Lavoisier disait au départ, c'est que, je veux dire, les réactions chimiques se faisaient dans des coefficients de pondération bien définis. Effectivement, lui qui a travaillé qui était précepteur des impôts et qui voyait déjà certains équilibres à ce niveau, au niveau voilà, de l'imposition, ben, il a vu au travers de sa chimie qu'il manipulait, ben, je veux dire, une forme d'équilibre. Il y avait des équilibres qui se faisaient entre les réactifs et les produits, et je dirais même au niveau du nombre de moles, c'est-à-dire de quantité de matière, parce qu'il ne connaissait pas les électrons, ni les protons, ni ce que vous voulez, ni l'atomistique. Donc ils avaient leur propre connaissance de ces époques-là, parce que bon, à chaque époque le fruit de ses propres connaissances, et donc on évolue en fonction voilà, de ces époques. Donc à ces époques-là, ils étaient quand même bien fournis au niveau matériel, mais pas aussi fournis que bon, dans les années 1900 et encore moins dans les années 2000. Alors, vous comprendrez que c'est des époques différentes et que plus on évolue, plus on sait mesurer des choses et plus on sait faire des choses. Voilà, eux, ces personnes-là, bon, étaient avec les moyens du bord, bon, on trouvait déjà bon, les bases scientifiques que l'on connaît et qu'on utilise encore de nos jours. Bon. Alors, faisons du Lavoisier, faisons ce que Lavoisier a dit, du moins, et faisons un équilibre de réactions, sachant qu'ici, c'est une suite de réactions. La 1, après la 1, on a la 2, après la 2, on a la 3. Mais ce qui veut dire par là qu'il faut d'abord équilibrer réaction par réaction. Alors, on va équilibrer la première réaction. La première réaction, si je... Là, on va aller de manière, on va dire... pas, hein, bon, en se posant des bonnes questions et en essayant de mettre des bonnes valeurs pour équilibrer. Bon, alors, j'ai 2 fers ici. Si j'en mets 2 là, j'ai 4 soufres. Ça veut dire, si je mets 2 fers ici, je vais me retrouver avec 4 soufres, mais là, je vais me retrouver avec 8 oxygènes. 8 oxygènes, ce qui fait 8 oxygènes. Est-ce que ça, c'est bon? J'ai 4 soufres. Non, c'est pas bon. Parce que j'ai oublié cet oxygène-là. C'est pas bon du tout. Parce que j'ai 8 oxygènes, mais en accord 3, là, ça fait 11. 11. Or, là, j'ai 8 oxygènes. C'est pas bon. J'ai 8 oxygènes. Bon. Ce qui veut dire que je vais éliminer celui-ci. Ce n'est pas la bonne pondération. Recherchons, continuons à rechercher. Si je mets 2 fers, là j'ai 4 fers. Mais j'ai combien de soufre? J'en ai 4. Là j'en ai 8. 4 fois 2, 8. J'ai 8 soufre. 8 soufre. Ah, j'ai bien. Pour l'instant, je suis équilibré. J'ai 4 fers, 4 fers. 8 soufre, 8 soufre. Et en oxygène, j'ai 6 et 16, 22. Et là, je peux avoir 22 en faisant 11. Voilà. La première est équilibrée. Et rien qu'en posant bon, une donnée, ben, j'ai retrouvé facilement la pondération. Sinon, je peux faire un système d'équations. Hein. Je peux vous trouver facilement par un système d'équations sans rechercher ce que je viens de faire. Mais ici, je l'ai fait petit à petit je veux dire, par intuition. Par intuition, je pose certaines choses et puis je regarde si c'est valable. Effectivement, ça l'est.
ça l'est parce qu'au bout de deux pauses de valeur, j'ai trouvé la pondération au bout de 2 pauses. Parfois, il faut plus de pauses que ça. Hein. De toute façon, vous essayez, c'est par essai, vous faites par essai. Mais bon, voilà. Sinon, si vous voulez directement aboutir au résultat, je vous dis, vous faites un système d'équation, vous allez aboutir directement en résolvant le système à la pondération exacte. Mais ça prend un temps. Bon, par essai, ça, bon, si vous voyez que ça prend trop de temps, ben, essayez de le faire par système d'équation. Mais ici, bon, en 2 essais, j'ai trouvé le résultat. Voilà, vous essayez, voilà, petit à petit, vous essayez d'aboutir à un résultat. Effectivement, j'ai essayé de faire ici. 2 fois 2, ça fait 4. J'ai 4 fers. 4 fers, mais en même temps, j'ai 8 soufres. J'ai mis 8 soufres ici. Et comme par hasard, je tombe sur la bonne réponse parce que j'ai 8 fois 2, 16. 2 fois 3, 6. Ce qui fait, enfin, 8 soufres et 6 soufres. Enfin, 6 oxygènes et 6 oxygènes, ça fait 22. J'ai 2 oxygènes ici, il faut faire x 11. Et j'ai tout qui est équilibré en une fois, en un temps de mouvement, 2 essais. Bon, tant mieux. Alors maintenant, équilibrons le second ici. Seconde équation. Bon, j'ai un soufre, j'ai 4 oxygènes, et là j'en ai 6. Bon, plaçons 2 soufres ici, par essai. Ça voudrait dire que j'aurais 2 soufres ici. Ce qui pose le plus de problème, c'est les oxygènes. Vous comprenez que les oxygènes sont étalés ici, et il y en a un là. Et dès le moment, à ce moment-là, c'est lui qui pose le plus de problèmes. Hein. Voilà, parce qu'ils sont en somme ici, ils sont en sommatoire, ils sont décomposés ici. L'oxygène ici, il est seul, mais là, il est décomposé. Contrairement au fer qui est directement fer, soufre, mais l'oxygène, il est décomposé en deux. C'est ça qui pose problème. C'est tout comme ici, on a l'oxygène ici, il est décomposé en deux. C'est ça, c'est les oxygènes qui posent le problème. Parce que soufre ici, bon, je mets 2, bon, c'est facile, mais c'est les oxygènes qui posent problème. Mais ici, j'ai un problème inverse par rapport ici. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'ai 6 oxygènes. J'en ai 4 ici, ben, pour avoir 6, voilà, j'en ai 6. Elle est équilibrée. En 2 temps de mouvement, je l'ai équilibrée. Voilà, donc pourquoi? Parce que regardez bien, j'ai 2 soufres, 4 oxygènes, avec 2 oxygènes, ça fait 6 oxygènes, et 2 fois 3, 6 oxygènes, donc cette équation-là est équilibrée. Voilà, donc on est au deuxième équilibre. Faisons le troisième équilibre. Bon, alors maintenant, là j'ai H2, O3 plus O, ça fait O4, S, ben, elle est déjà équilibrée. Donc ici, je vais comploter par des 1. Elle est équilibrée. Voilà, l'équilibre des 3 réactions est fait. Mais le problème, c'est que c'est un équilibre réaction par réaction. C'est un équilibre réaction par réaction. Parce que là, c'est une suite de réactions. Mais la suite de réactions doit être pondérée aussi. Le problème, il est là. Il faut équilibrer ces 3 réactions entre elles. Autant il faut équilibrer chacune des réactions, mais il faut équilibrer les 3 réactions entre elles. Et à partir de là, le problème sera, je veux dire, quasiment presque terminé. Alors, équilibrons les 3 réactions en même temps. Là, je vais faire des grandes parenthèses pour dire que c'est un équilibre, voilà, des 3 en même temps. Alors, je vais me baser sur les SO2, sur les molécules SO2. Je vais me baser sur les molécules SO2. Alors, ici, j'ai 8 SO2. Voilà. Alors que là, j'en ai 2. Dans le membre de gauche, ici, j'en ai 2. Et là, j'en ai 8. Voilà. Donc, pour en avoir 8 SO2, je fais x4. Je vais faire celle-ci x4. Comme ça, j'ai 8 SO2 et 8 SO2. Voilà. Alors, maintenant, il faut voir si en faisant x4, tout est correct. J'ai 8 SO2, mais j'ai 8 SO3. J'ai 8 SO3. Je vais regarder les SO3. Alors, je vais en mettre 8. Je vais faire x8. Rien qu'en regardant les SO2 et SO3, je vais pouvoir me débrouiller. Voilà. Là, j'ai bien 8 SO2. 8 SO2. J'ai 8 SO3, donc j'ai une liaison de SO2 à SO2, SO3 à SO3 qui est valable, qui est bonne. Maintenant, le tout, c'est de voir si tout le restant est bon. Alors, le fer, j'en ai combien? Ben, j'en ai
Donc là, on a fait x1. En fer, j'en ai 4 ici, 4 ici. x1, ça fait 4. Là, on est bon. Le soufre, on en a 2 ici. 2. 2 là, ça fait 4. Et 1 là, ça fait 5. Oui, non, je m'excuse, hein, parce que j'en ai 2 là, mais x4. 2 x 4, ça fait 8 soufre. Un soufre ici x 8, ça fait 8, 8 et 8, 16, 16. Mais j'en ai encore 8 ici, ça fait 24. Donc je vais en avoir 24 à droite. 24 à gauche, je vais en avoir 24. 8 x 2, 16. 3 x 2, 6. Ça fait 22. 22. Ouais, je me suis trompé dans les comptes de soufre. Je recommence. Donc j'ai S2 x 4. Ça fait 8. 8 soufre. Je le mets ici en petit. Je ne sais pas si on voit. Je vais l'écrire un peu plus haut. J'ai 8 soufre. Là, ici, normalement, on voit, ouais. J'ai 8 soufre en membre de gauche. 4 x 2, 8. Là, j'en ai 2 ici. Mais x 4, ça fait 8. Et là, j'en ai un soufre. Mais x 8, ça qui fait 8 soufre. 8, 16, 24. J'en ai 24. Membre de droite, de gauche, j'en ai 24. Membre de gauche. Membre de droite. 2 soufre x 4, ce qui fait 8. Voilà. Là, j'en ai 8. 8 soufre x 1, ce qui fait 8. Et le dernier, j'en ai un soufre x 8, j'en ai 8, ce qui fait bien un total de 24. Le soufre, c'est bon. Donc le fer, c'est bon. Le fer, c'est bon. Le fer, c'est bon. Le soufre, c'est bon. L'hydrogène, j'en ai 2 là et 2 là, c'est bon. Et il reste l'oxygène, qui est le plus dur parce qu'il est un peu partout. Il est dans les 3 équations en même temps, et 2 fois à droite dans la première, et 2 fois à gauche dans la seconde. Voilà, donc c'est ça qu'il faut. Le plus dur, c'est celui-ci, c'est les oxygènes. C'est comme dans les oxydants de réduction, on se retrouve en finalité avec des problèmes d'oxygène à déréquilibrer. Alors qu'on a tout équilibré, tout le restant. Voyons voir, là on en a 22. 22. 22 plus 2 x 2, 4, plus 2, plus 3, plus 1. Voilà. Ça, c'est pour le membre de gauche. Alors, je vais les barrer. Hein. Ici, j'en ai combien? 8 x 2. 8 x 2. Ça fait 16. 16, mais ici, j'en ai, bien sûr, x 1. 2 x 3, 6 x 1. Ça fait 6. Et enfin, non, pas enfin, parce que j'ai encore 2. J'ai 3 x 2, 6 x 4, 24. Et 1 x 4, 4, ou x 4, 32. Voyons voir si un équilibre d'après Lavoisier, lui qui aimait bien, je veux dire, les équilibres d'imposition. Bon, si on avait payé ses impôts correctement par rapport à ce qu'on devait au niveau de l'imposition, il faisait des bilans, voilà, en tant que précepteur d'impôts. Lavoisier qui, dans sa petite histoire, pour la petite histoire qui a été pendue, hein, voilà, 22 plus 4, alors qu'il a apporté la chimie, on l'a pendu. C'est comme ça qu'on vous remercie quand, je veux dire, vous faites avancer la science, ou enfin à une certaine époque, hein, c'était comme ça. Bon, on était considéré comme un sorcier ou je sais pas quoi. Voilà. Enfin bref, 22 plus 4 plus 2 plus 3 plus 1, ce qui fait 32. Alors là, j'ai un petit problème parce que là, j'ai déjà 32. 32. Il y a un petit problème au niveau des oxygènes. Là, j'en ai 2 fois 11, 22, ça c'est bon. Là, j'en ai 2 fois 2, 4. Ouais, mais j'ai oublié de faire x4. Hein. Le problème est là. Ça fait 16. 2 fois 2, 4 fois 2, 4. 4 fois 4, 16. 1 fois 2, 2. 2 fois 4, 8. J'ai oublié de faire x4 ici. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Alors celui-ci, 1 fois 3, 3 fois 8. 24, j'ai oublié de faire x8. Une fois 8, une fois 1, ça fait 1 fois 8, qui fait 8. Là, on est déjà mieux. Voilà, bon,
on va calculer ça. Donc 22 plus 16 plus 8 plus 24 plus 8. J'ai 78. Hein. Bon, l'autre c'est 16 plus 6 plus 24 plus 32. 78. Parfait. Parfait équilibre. 72, 72. Voilà. Parfait équilibre. On a bien 72 ici, oui, et 72 à gauche et à droite. Donc ce qui veut dire que mes réactions sont équilibrées. Voilà, donc ça ne constitue plus un problème. La pondération est terminée. Pondération est terminée. Maintenant, je peux faire mon calcul pour retrouver justement ce qui est demandé, c'est-à-dire là les réactions sont équilibrées, c'est la première chose à faire, mais on a une triple équation, dire qu'ils vont agir ensuite, hein, ce sont des suites de réactions, ce qui arrive souvent en chimie, hein, on n'a pas qu'une seule réaction, on peut avoir plusieurs réactions qui se suivent, voilà, et donc à partir d'un kilogramme de FeS2 à 90%, voilà, à partir de ceci, FeS2 à 90%, on va mettre 1 kg à 90% et on va se demander combien d'H2SO4 on va obtenir. Combien de kilos d'H2SO4. Bon. Et là, il suffit de faire les calculs. Hein. Bon. Là, on a 4 moles de FeS2 qui produit 8 moles de H2SO4. Ouais, parce que c'est une fois 8. Hein. Donc, 4 moles de FeS2 4 moles de FeS2 produit 8 moles d'H2SO4. Ce qui veut dire qu'une mole de FeS2 produit 4 moles d'H2SO4. Voilà. C'est exactement ça. Une mole de FeS2 produit 4 moles. Hein. 2, je m'excuse, parce que 4, 8, le rapport il fait 2. Je raconte une bêtise. Le rapport il fait 2. 4 fois 2, 8, 1 fois 2, 2. Voilà. Donc le rapport, c'est je m'excuse, hein, c'est une mole de FeS2 produit 2 moles de H2SO4. Donc une mole de sulfure de fer de valence 2 produit 2 moles d'acide sulfurique. Voilà. Et là, on a la réaction, bon, on a bien, et c'est ça qu'on recherche. Hein, on cherche le FeS2 par rapport à H2SO4. Donc le minerai qu'on va introduire, il en faut une mole pour avoir 2 moles d'H2SO4. Voilà. Bon, maintenant, le tout c'est de trouver, sachant qu'on a rentré ici 1 kg à 90%, mais justement, on recherche qu'est-ce que ça vaut en masse ou en poids, parce qu'en physique, on distingue le poids et la masse, mais en chimie non, parce qu'on s'en fout de la gravitation. Il n'y a pas le poids en chimie, le poids et la masse c'est le même. On ne fait pas des calculs de poids avec la gravitation. Donc on s'en fout. Donc là, quand on dit poids, c'est la masse. Donc ici, je peux m'exprimer en termes de poids, même si c'est un abus de langage pour les physiciens. Bon, alors, on va aller rechercher le poids moléculaire j'aurais besoin du poids moléculaire du FeS2 et le poids moléculaire du, comment on appelle ça, du H2SO4. Poids moléculaire du FeS2 et poids moléculaire du H2SO4. Alors, le fer, c'est 55, je crois. « 55,84. 55 poids moléculaire du fer, 55,84 plus, bien sûr, le soufre. Hein. Il y a 2 soufres. Plus 2 fois le soufre, c'est 32. Voilà, on va calculer déjà ça. 55,84 plus 2 fois 32, ce qui fait 119,84. Voilà. Je vais mettre même, ouais, 119,84. 119,84. Voilà, ça c'est le poids moléculaire du FeS2, 119,84.
84. Maintenant, je calcule le poids moléculaire de H2SO4. L'oxygène, c'est 16. 16 fois 4. 16 fois 4. Plus le soufre, je vais vous le dire ici, je me rappelle déjà même plus. Soufre 32. Plus l'hydrogène, il y en a 2, c'est fois 2. 2 fois 1. Donc je recommence. 2 fois 1 plus 16 fois 4 plus et le soufre 32. 98. Voilà, 98. 98 grammes par mole. Hein. Voilà, ici c'est 119,84 grammes par mole. 119,84 grammes par mole. Bon, mais on a mis 1 kg. On a mis 1 kg de FeS2 à 90%. On a mis 1 kg de FeS2 à 90%. Donc on sait bien qu'on a 2 moles d'H2SO4 pour une mole de FeS2. Bon, ça vous le savez, il est marqué ici. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a mis 1 kg de FeS2 à 90%. Ce qui veut dire que si on met 1000 g de FeS2 à 90%, ben ça veut dire qu'on a 900 g purs de FeS2 et plus 100 g d'impureté. 100 g d'impureté sur 1 kg. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, ce sont les 900 g ici. Voilà, 900 g de FeS2 pur. Les impuretés, je m'en fous, il faut que je les enlève. Voilà, et donc là, je peux calculer par rapport au poids de FeS2, voilà, le nombre de moles qu'on en a. Voilà. Donc, je vais faire 900, une mole, c'est 119,84. Je vais faire 900 divisé par 119,84, ce qui fait 7,5 moles. Voilà, ce qui fait 7,51 moles. Voilà, 7,51 moles. Je vais le faire ici. Hein. Alors là, on a une mole de FeS2 donnait 2 moles d'H2SO4. Une mole de FeS2 donnait 2 moles de FeS2. Mais ici, on n'a pas une mole hein, de FeS2. On a exactement ce que je viens de vous dire ici, que je viens de calculer, c'est 900. On a 7,5, 7,51, 7,51 moles. Voilà. Parce qu'on a mis, on n'a pas mis une mole, hein, exactement, on n'a pas mis 119,84 grammes, on a mis 900 grammes. Donc ce qui veut dire, là, le rapport il fait 7,5 moles. Alors, on a 7,5 moles, 7,5 moles de FeS2, sachant qu'une mole de FeS2 donne 2 moles de H2SO4. Donc si je fais les pondérations, 1 donne 2, ben 7,5 va donner 15. C'est toujours dans le rapport 2 d'après Lavoisier. Donc de 15 moles de H2SO4. Voilà. Donc je sais bien que j'ai 15 moles d'H2SO4. Bon. Mais une mole de H2SO4, je l'ai calculé, c'était 90, je ne me rappelle plus. Il faut que je recalcule. Je ne me rappelle plus. Donc j'ai 15 moles d'H2SO4. C'est ce qu'on sait. Mais ça qui veut dire qu'on a 15 fois la masse molaire d'H2SO4. H2S4. Bon, la masse de l'H2SO4, c'est une fois de 2, 2 plus le soufre 32, je crois. Ah, je dis à chaque fois le soufre, hein, je sais pas pourquoi. 32, c'est ça. Le soufre, c'est 32. Chaque fois, j'oublie. Alors, 16 fois 4 plus 32 plus 2, ce qui fait 98. Bien sûr, je suis en mode scientifique, c'est pour ça qu'il y a un point. Hein. Il est 10 exposant 1 dans le fond à droite, donc c'est normal. Voilà, c'est 9.8 dans ma machine, mais 10 exposant 1, ce qui fait 98. Donc j'ai 15 fois 98 grammes par mole, sachant qu'il y a 15 moles. Il suffit de faire juste le calcul là. On va calculer fois 15, 1470. J'ai 1.47 fois 10 exposant 3 en mode scientifique, ce qui fait 1470 grammes, ce qui fait 1 kg,
1470 grammes, c'est-à-dire 1,47 kg. Voilà. Donc pour 1 kg de FeS2 à 90%, ben, on récolte 1,45 kg d'H2SO4. Voilà. Je vous remercie.